François Lecointre, bienvenue sur la ligne de Front Général. Merci beaucoup, monsieur. Et vous êtes un des rares généraux à venir directement au studio. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à l'ensemble des Maliens? Écoutez, j'ai à dire à l'ensemble des Maliens que je suis d'abord très heureux de l'accueil qu'ils réservent à ma mission dans leur pays et que je suis très impressionné par l'enthousiasme que je ressens parmi leurs soldats que nous formons aujourd'hui, l'enthousiasme avec lequel ils viennent collaborer avec nous pour reconstruire leur armée et pour pouvoir demain à nouveau être un des piliers de l'État malien et assurer la totalité de l'intégrité du territoire malien comme une belle armée républicaine respectueuse de l'État de droit. Et je trouve cet enthousiasme particulièrement réconfortant et je trouve que ça me crée et ça crée à mes hommes une obligation de résultat et d'engagement à vos côtés. Et ce sera à travers l'EUTM justement. Mais l'EUTM, c'est quoi? Alors l'EUTM, si vous le permettez, je vais quand même revenir un petit peu à l'origine de cette mission. L'EUTM, c'est au départ, à la fin de l'année dernière, une mission qui avait pour objet d'entraîner, j'ai bien dit entraîner, 4 bataillons de l'armée malienne qui devaient pouvoir ensuite, à partir de l'automne prochain, se lancer dans la reconquête du Nord en étant appuyés par une force interafricaine pour laquelle, par ailleurs, il y avait une résolution de l'ONU qui était en cours de préparation, qui est la 2085. Donc au départ, voilà ce que c'est que le UTM et voilà sur quoi on se lance quand on conçoit l'opération au mois de décembre et au mois de janvier dernier. Et bien sûr, à ce moment-là, est intervenue l'attaque des groupes djihadistes armés. Et l'attaque des groupes djihadistes armés a changé quelque chose. D'abord parce que la reconquête du Nord a été principalement le fait de l'opération Serval. Et ensuite parce que cette attaque a révélé ce qu'on n'imaginait pas à ce point-là, c'est-à-dire l'état de fatigue, de délabrement, de désorganisation profonde de l'armée malienne qui n'a pas été capable de résister et qui, sans la France, aurait été balayée comme tout l'État malien. Et donc, à partir d'un concept original qui visait simplement à entraîner 4 bataillons, on a revu la mission pour en faire non seulement une mission d'entraînement, mais surtout une mission d'aide à la reconstruction de l'armée malienne. Elle est constituée, cette mission-là, d'objectifs. Et l'objectif, c'est la reconstruction de l'armée malienne, mais entre autres. Alors la reconstruction de l'armée malienne, ça a bien deux aspects. C'est d'abord la formation de ces unités, de ces bataillons, les compagnies, 4 bataillons, pour l'instant, c'est ce qui est prévu dans le plan de mission. Et puis c'est par ailleurs tout un travail de fond que nous faisons avec les autorités militaires de l'État malien, le ministre de la Défense, le général Camara, avec le général Dembélé, le chef d'état-major général des armées, avec les chefs d'état-major des différentes armées, un travail de fond pour essayer de descendre dans le détail de ce qui dysfonctionne dans cette armée, de faire un audit sans concession, et ensuite de proposer un plan d'action pour reconstruire complètement l'organisation, la structure générale, le concept d'emploi de l'armée malienne. Et vous voyez bien qu'il y a une complémentarité entre ces deux actions. L'action à la base qui consiste à entraîner, plus qu'entraîner, à former des bataillons, et l'action au sommet qui consiste à redéfinir le cadre général dans lequel ces bataillons vont venir fonctionner, qui est le cadre de l'armée et plus généralement le cadre de l'État malien. Le Mali aussi avait un comité de réforme des forces armées. Semble-t-il, vous ne travaillez pas avec ce corps, pourquoi? Non, parce que je travaille avec les autorités en charge de la conduite des affaires de l'armée malienne, conduite opérationnelle, conduite organique, conduite politique. Et donc mes interlocuteurs sont très naturellement, hormis le Premier ministre que j'ai rencontré quand je suis venu ici, le ministre de la Défense principalement, le chef d'état-major général des armées. Vous savez, le travail que nous faisons est un travail concret, précis, travail d'experts. J'ai dans l'équipe d'audit et de conseil une vingtaine d'officiers qui sont chacun d'entre eux experts dans leur domaine, qui sont des gens formés de façon très pointue dans leurs différentes académies militaires et dans leurs écoles de guerre. Ces gens-là épluchent les dossiers avec tous les colonels qui sont leurs interlocuteurs. C'est du travail d'expertise, du travail de fond, qui demande de l'application avec les gens qui sont en charge des affaires et du traitement quotidien. J'ai face à moi les interlocuteurs qui me conviennent et qui me permettent aujourd'hui d'avoir une vision claire des choses et surtout une vision partagée avec l'ensemble de cette haute hiérarchie que je trouve généralement de très bonne qualité
de l'armée malienne. Oui, il y a une très bonne qualité, mais il y a aussi de l'expertise malienne. Ce n'est pas pour vous distraire, mais il y a plus d'une soixantaine de généraux. Je voulais dire que, est-ce que vous ne pouvez pas faire aussi, essayer de faire, d'avoir de l'expertise locale dans ce que vous faites? Alors, l'expertise locale, encore une fois, elle m'est donnée par les gens qui sont en charge des affaires. C'est-à-dire que qui mieux que le chef d'état-major de l'armée de terre actuelle, ou le chef d'état-major de l'armée de l'air, ou le chef d'état-major de la garde nationale, qui mieux que eux est placé pour répondre à mes questions et désigner tel et tel de leurs subordonnés. Vous voyez, j'ai aujourd'hui les gens en charge des affaires, des responsabilités, qui prennent les décisions. Et ces gens-là, je peux étudier très précisément avec eux les mesures correctives à apporter aux dysfonctionnements que nous constatons. Si par ailleurs, il se trouve que tel général de l'armée malienne a à faire valoir une expertise particulière, je suis tout à fait prêt à ce que, sur proposition du ministre de la Défense, par exemple, nous ayons son conseil. Il n'y a pas d'inconvénient particulier. Mais je crois que ce qui est important aussi dans ce travail d'audit, c'est qu'il y a une cohérence globale avec un œil extérieur. Et l'œil extérieur, c'est un regard qui vient converger sur le regard des Maliens, des hommes qui sont en charge des affaires. Et cette convergence de vue est intéressante parce que c'est deux points de vue différents sur un même objet. Ce n'est pas la peine de les multiplier à l'excès. Avec ce regard-là, justement, est-ce qu'une formation de 15 mois avec un bataillon de 4 fois 700, est-ce que c'est suffisant pour remettre sur les rails une armée? J'ai envie de vous dire que ce n'est pas suffisant. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas suffisant pour deux raisons. D'abord parce qu'en ne formant que 4 bataillons, on ne forme que la moitié de l'armée malienne, que la moitié de la capacité opérationnelle de l'armée malienne. Et qu'évidemment, l'objectif, ce serait de former toute l'armée malienne. Pour l'instant, c'est le mandat que j'ai reçu, c'est le mandat que s'est fixé l'Union européenne. Rien n'interdit de penser que ce mandat sera prolongé. Je le proposerai certainement à l'Union européenne quand le temps sera venu. Et donc l'Union européenne pourra choisir de s'engager à nouveau pour une durée plus longue pour former d'autres bataillons. Mais au-delà de cette formation de bataillons, il y a un travail de fond qui doit être fait sur le long terme vis-à-vis de l'armée malienne. Cette réorganisation dont je vous ai parlé, cette définition d'un cadre nouveau, ce travail d'expertise que nous faisons, va conduire certainement à proposer des pistes d'amélioration principales aux autorités maliennes sur lesquelles je considère qu'il faudra que nous investissions à long terme. Donc oui, je suis partisan pour qu'on aille au-delà de 15 mois. Pour l'instant, c'est les recommandations que je ferai, je pense, à l'automne à l'Union européenne. Il est trop tôt pour définir précisément quelles seront ces propositions. Est-ce que cette expérience à la malienne, vous l'avez vécue quelque part en Afrique ou bien comment vous la voyez? Moi, à titre personnel, c'est la première fois que je forme une armée d'un pays africain. Même si j'ai quelques expériences africaines préalables, c'est vraiment la première fois que je suis engagé dans ce type de mission. Mais le Mali, d'une part, a déjà connu des expériences comparables. On pourra y revenir. Et d'autre part, l'Union européenne est déjà, elle, engagée dans d'autres actions de formation, notamment une mission de formation de l'armée de Somalie, qui a une moindre envergure que la nôtre, mais qui fonctionne selon les mêmes principes. Donc nous avons une expérience de ce type-là. Par ailleurs, je vous le disais, le Mali a déjà connu des expériences de collaboration avec d'autres nations pour recevoir une formation. Mais qu'est-ce qui la différencie de ces expériences passées alors? Je pense que les deux expériences principales, ça a été une formation donnée par la France, d'une part, et une formation donnée par les États-Unis, d'autre part. J'ai longuement parlé avec le général Dembélé, je le vois fréquemment, qui me dit, lui, conserver un souvenir extraordinaire de la formation qui avait été dispensée, à l'époque, je crois que c'était par le 2e régiment d'infanterie de marine, à l'armée malienne. Parce que, à l'époque, c'était au début des années 90, on avait constitué un bataillon, alors c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, avec la totalité de ses cadres. Ce bataillon avait été entraîné en faisant participer les cadres eux-mêmes du bataillon à la formation de leurs hommes. Et ensuite, on n'avait pas dispersé le bataillon, mais on l'avait engagé en tant que tel en mission dans le Nord, et il était resté constitué. C'est ce que n'ont pas fait les Américains, qui, eux, ont fait des camps de formation, mais chaque fois que les bataillons étaient formés, les soldats qui avaient été formés retournaient chacun d'entre eux, chacun de son côté, dans son régiment d'origine. Je crois que la clé du succès est là. La clé du succès, c'est de former un bataillon, de recréer ce lien de confiance qui unit les chefs et les hommes, parce qu'ils ont appris ensemble, parce qu'ils ont été dans cette période de formation intense ensemble, parce que les chefs ont apporté à leurs subordonnés ce qu'ils doivent leur apporter en premier, c'est-à-dire un surcroît de compétences, qu'on a rétabli ce lien hiérarchique et ce lien de confiance, et une fois qu'il a été créé,
on ne le casse pas. Et cette unité doit être engagée en tant que telle, au complet, en opération. Et donc pour moi, la clé du succès réside là. Il faut que ces bataillons que nous sommes en train de former aujourd'hui, et nous sommes en train de recréer avec le premier chef de corps du premier bataillon, la totalité de son encadrement, ce lien de confiance, ce lien hiérarchique, ce lien qui est le fondement de la force morale. Et vous savez que la force morale, c'est ce qui fait la première qualité au combat d'unité. La recréation de ce lien sera durable si le bataillon reste constitué et est engagé en tant que tel dans le Nord, et ensuite qu'il est durablement préservé. Vous avez parlé du Nord. Hein? Est-ce que les hommes que vous formez, les premiers contingents qui est déjà sous le drapeau là-bas, dans la formation, est-ce qu'elle sera tout de suite utilisable au Nord? Parce que c'est ça aussi l'attente des Maliens. Oui, je pense que le bataillon que nous allons former sera immédiatement engageable de manière opérationnelle. Sinon ce serait désespérant. Pas la peine de consentir cet effort. Il y a aussi que les hommes que vous êtes en train de former s'attendent à peut-être à un diplôme ou bien à des grades au bout de la formation. Qu'est-ce qu'il y a au bout du compte? Alors évidemment, je remettrai un diplôme à chacun des soldats qui aura été formé. Je rendrai au chef d'état-major général des armées maliennes et au ministre une appréciation sur la qualité de ce bataillon et sur la qualité de son encadrement. Et puis surtout, je donnerai rendez-vous ensuite pour une sorte de validation au bataillon pour voir de quelle manière, 1 mois, 2 mois après, il a poursuivi son entraînement. Voilà. Donc si vous voulez, il y aura d'une certaine manière, je pense, les bataillons qui seront passés par cette matrice de transformation que constitue l'ETM, la mission européenne, et les autres. Et sans aucun doute, ceux qui seront passés par cette matrice de transformation, à mon sens, auront un niveau opérationnel avéré, validé. L'attente est là. Aux soldats, qu'est-ce que vous allez dire? Aux soldats, ce que je vais dire, c'est qu'ils ont une opportunité historique. Parce que je crois que le Mali vit aujourd'hui une phase de son histoire particulièrement dramatique. Et que le Mali est passé tout près de la disparition, de l'effondrement complet. Et que certainement, l'effondrement de l'armée avait une part dans cet effondrement qu'a failli vivre le Mali. Et qu'après cet effondrement, s'ouvre un redressement entier du Mali. Et qu'eux vont être les principaux artisans du redressement, de la reconstruction, de la refondation d'une armée qui doit être le pilier majeur sur lequel se bâtira demain l'État malien moderne, refondé. Au-delà de la restauration de l'intégrité du territoire malien, au-delà de cette obligation qui va être la leur de combattre si c'est nécessaire demain, mais cette vocation essentielle qui est la leur dans la reconstruction de leur État, qui est une vocation historique aujourd'hui, me semble être de nature à les motiver profondément. C'est une armée qui est en déconfiture, mais aux anciens combattants, qu'est-ce que vous allez dire? Vous voulez dire aux gens qui sont actuellement engagés sur la ligne de front et qui reviendront? Qui ont été sous le drapeau français, qui ont été l'armée française aussi à défendre le territoire national français, qui sont aujourd'hui sur les lits d'hôpitaux ou dans les salons en train de vous écouter. Les gens qui sont âgés. Oui. Oui. Moi, d'abord, ce que je leur dis, c'est que je leur dois une reconnaissance éternelle. Voilà. Et que, vous savez, moi, je suis à l'origine, avant d'être officier général, je suis des troupes de marine. Les troupes de marine, c'est l'ancienne infanterie coloniale, c'est ces soldats français qui sont amoureux de l'Afrique, et qui sont amoureux de l'Afrique et des pays d'Afrique parce qu'ils savent tout ce qu'ils doivent aux Africains. Et ils savent avec quel dévouement, quelle bravoure, quel courage nos frères d'Afrique sont venus sauver la France quand il fallait le faire. Donc c'est la première chose que je peux leur dire. Ensuite, je pense que ces anciens savent très bien, aussi bien que moi, qu'effectivement l'armée malienne, ces dernières décennies, s'est progressivement effondrée, s'est enfoncée dans le marasme. Et ils le savent très bien, parce qu'ils savent, eux, ce que c'est qu'une armée qui a été capable de combattre et dont les combattants sont venus combattre aux côtés des Français. Ils savent d'ailleurs que la responsabilité n'est pas celle du simple soldat, parce que le Malien est capable d'être un soldat courageux, vaillant, et ils en ont fait la preuve. Mais c'est un système complet qui s'est effondré. Donc je pense qu'ils sont comme moi et qu'ils souhaitent que nous aidions à reconstruire ce système pour que la valeur individuelle de chaque Malien puisse être révélée dans un système rénové et qu'on refasse des soldats maliens l'équivalent des braves qui sont venus se battre dans les boues de Champagne pour sauver la France il y a quelques années. Il y a quelques 40 ou 50 ans, ouais. Sinon plus. Sinon plus. Mon général, merci et on vous souhaite une très bonne chance.